Bonjour, je suis Margot Bernard d'Infra 2050. Je suis accompagnée de mon collègue Jason Codret, homologue sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on vous propose aujourd'hui donc un webinaire sur le crédit impôt recherche, un peu une sensibilisation sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter, avec la DRARI de Bourgogne-Franche-Comté et Benquet. Donc, on va être ensemble à peu près 1 heure avec un temps de présentation et un temps de questions-réponses. Alors, quelques mots sur Infra 2050 rapidement. Donc, Infra 2050, c'est le pôle de compétitivité des infrastructures et de l'aménagement de l'aménagement des territoires. Et donc, le rôle de pôle de compétitivité, c'est d'accélérer l'innovation et d'accompagner nos membres à l'émergence et au montage de projets collaboratifs de R&D et d'innovation. Donc, on est structuré autour de 4 enjeux: concevoir, construire et exploiter des infrastructures bas carbone, penser et adapter les infrastructures pour un usage décarboné, faire évoluer les infrastructures pour assurer la résilience des territoires et intégrer le numérique pour des infrastructures connectées et apprenantes. Donc, quand on parle d'innovation, souvent, on se demande comment on va la financer. Et donc, c'est pour ça qu'on propose ce webinaire aujourd'hui avec le CIR, un des outils permettant de- d'accompagner le financement de votre innovation. Alors très rapidement sur le fonctionnement du webinaire, donc vous pouvez, si vous avez des petites, voilà, des petites questions, des petits soucis pour entendre ou quoi que ce soit, écrire dans le chat. Sinon, les questions, c'est plutôt dans le QR. Et de toute façon, à la fin des présentations, je vous propose de tous vous faire passer en mode panéliste, on va dire. Donc, à ce moment-là, vous pourrez prendre la parole et vous pourrez activer votre micro, votre caméra pour poser vos questions en direct. Voilà, on peut se le permettre aujourd'hui parce qu'on est assez peu nombreux. Et donc, c'est ce qu'on va faire en fin de présentation. Donc, pour ce webinaire, on est accompagné donc de Colette Schmitt de la DRARI Bourgogne-Franche-Comté et de Pierre Alfonsi de Benquet. Colette, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour tout le monde. Colette Schmitt, donc je suis DRARI adjointe. DRARI, c'est la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. C'est en fait un service déconcentré de l'État. Je présenterai ça plus en détail tout à l'heure. On a pour objectif de représenter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en région. Merci. Et Pierre, Eh bien, bonjour à tous. Donc, Pierre Alfonsi, je suis le directeur général de Benquet, donc qui est une société de conseil en innovation. On est une petite trentaine de consultants aujourd'hui et on accompagne donc trois types de clients qui sont des startups, ce qu'on appelle aujourd'hui deep tech, donc ce qui veut dire qu'elles sont intensives en recherche, hein, en R&D, euh, des grandes universités, des grands centres de recherche publics comme le CEA, le Centre Léon Bérard, voilà. Et puis des grands groupes comme enfin, ST Microelectronics, NJ, Total, Air Liquide, etc. Et on fait ça, donc on les accompagne dans trois types d'activités. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche, d'accord, hein, c'est donc là, ça concerne principalement les startups deep tech, le montage de projets européens de type EIC Accelerator, c'est aussi pour les startups, ou des projets collaboratifs. Là, c'est pour les grands groupes et les grandes universités. Et puis ensuite, ces projets, une fois qu'ils sont acceptés et financés, on va les coordonner, on va animer le consortium pendant parfois 3 à 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est aussi des missions qu'on fait pour les grands groupes et les grandes universités, grands centres de recherche. d'accord. Merci Pierre. Donc, je vous propose qu'on passe directement à la présentation. Colette va commencer, ensuite Pierre suivra, et donc ensuite le moment d'échange avec des questions. Voilà, est-ce que tout le monde, c'est bon pour la projection? Très C'est tout bien. bon. C'est tout. Donc, l'idée de cette présentation,
initial, c'est de faire un petit peu le point sur les aides qui sont mises en place par le gouvernement pour soutenir la recherche et le développement. Et donc, on est un binôme au niveau de la délégation sur laquelle on s'occupe plus particulièrement de ces aides, donc ma collègue Véronique Souzmeigne et moi-même. Donc, pour commencer, peut-être quelques mots donc, sur la délégation régionale, donc DRARI. C'est un service déconcentré de l'État, plus particulièrement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on a une double autorité, une autorité hiérarchique de la rectrice de région académique et une autorité fonctionnelle du préfet de région. Nous sommes plusieurs membres sur cette délégation en Bourgogne-Franche-Comté. Il en existe une par région. Et nous sommes 6 répartis à Dijon et à Besançon, aussi bien dans des locaux de la préfecture ou du rectorat, ce qui nous permet voilà, de pouvoir répondre aux attentes des deux administrations. Donc concrètement, notre rôle à la DRARI, c'est d'animer, de faciliter un petit peu tout le réseau d'acteurs sur la région, donc aussi bien les organismes de recherche, les universités, et puis toutes les structures d'innovation comme les incubateurs, les SAT, qui sont des sociétés d'accélération du transfert de technologies, qui permettent vraiment pour la recherche publique de se tourner vers le privé, de valoriser un petit peu tous ces travaux, l'entrepreneuriat, les startups. On a aussi le pôle Pépite. Alors, le Pépite, c'est un focus sur les étudiants pour les accompagner vers l'entrepreneuriat. Et on fait partie de plusieurs structures de labellisation, de diffusion, etc. Ce qu'on recherche avant tout, c'est vraiment de comprendre les problématiques terrain par rapport aux aides de l'État, voir lorsqu'elles sont décidées, si elles s'appliquent bien sur le terrain, si elles répondent aux contraintes, et pouvoir faire des retours pour que les politiques déployées répondent au mieux aux besoins des régions. Et on intervient également en termes de pilotage. On est membre du conseil d'administration des structures de valorisation ou également du pôle universitaire d'innovation, qui est une structure qui vient d'être en place justement par rapport à ces aides de l'État. Et en dernière partie, on est expert sur plusieurs types de dossiers. Sur les dossiers de crédit impôt recherche, d'où notre contribution aujourd'hui, le crédit impôt collaboration et ce qu'on appelle les chiffres, les thèses. Donc, c'est un doctorant qui dispose d'une CIFRE, donc pour convention industrielle de formation par la recherche. Donc, ce doctorant est employé au sein d'une société qui se voit en contrepartie bénéficier d'aide de l'État et du ministère pour pouvoir rémunérer ce doctorant. Ça permet vraiment de lier le public et le privé. Donc, la DRARI, on intervient vraiment dans l'expertise de ces dossiers. Donc, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, les soutiens de l'État pour l'innovation en entreprise, il en existe plusieurs. Tout d'abord, les partenariats laboratoires. Donc, quand je parle de laboratoire, je parle de ces structures qui sont adossées à des universités, à des organismes nationaux de recherche. On est vraiment sur des laboratoires publics. Donc, on peut avoir les dispositifs CIFRE que je vous ai expliqué tout à l'heure pour mettre vraiment les doctorants dans des conditions d'employabilité au plus proche des besoins des entreprises. On a également ce qu'on appelle le LabCom, qui est un dispositif de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Donc, le LabCom, c'est la construction d'un laboratoire commun entre une structure publique et une structure privée. On est sur quelque chose de durable, sur du long terme, où chacun s'accorde sur des termes de gouvernance, d'indicateurs, de stratégie, où les deux parties mettent des moyens et se répartissent après la valorisation des résultats. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, on a 7 LabCom.
Et donc, sur les dispositifs fiscaux, sur la colonne de droite, il en existe plusieurs. Donc, le crédit impôt recherche, qui est un instrument qui vient aider au renforcement des activités de R&D des entreprises. Je vous ai mis quelques données sur la Bourgogne-Franche-Comté, même si voilà, j'ai conscience que vous n'êtes pas forcément tous de la région, puisque le pôle de compétitivité couvre plusieurs régions, mais si pour les collègues de la région Aura, vous avez des questionnements, il existe une DRARI en Aura. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec eux. Mais donc les données que j'ai, c'est vraiment des données à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, on a à peu près 600 entreprises qui ont déclaré de la recherche en 2021. Et la majeure partie sont des PME, ce qui représente le tissu économique de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas forcément le cas partout pareil. Donc, on a aussi le crédit impôt innovation, hein, qui est vraiment à différencier de la recherche. On est vraiment sur de l'innovation. On a le SICO, donc sur la collaboration. Donc, il se différencie celui-là sur le fait que c'est vraiment une collaboration, un partage entre les structures. Donc, on appelle ça des ORDC. C'est un sigle qui signifie les organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Donc, on retrouve un petit peu ces structures publiques qui font de la recherche. Et lorsqu'elles nouent une collaboration avec une entreprise, ça peut être valorisé fiscalement. Et le dernier dispositif fiscal est le statut de jeune entreprise innovante. Donc, ce statut permet une réduction de la fiscalité des charges sociales et elle s'ouvre selon certains critères. Et donc, on parle de jeunes puisqu'elle s'adresse pour des sociétés, des PME qui ont moins de 8 ans. Voilà, donc il existe plusieurs dispositifs fiscaux à mobiliser en fonction du cas de figure, selon voilà, la thématique dans laquelle vous vous situez, le projet, le partenaire. Et on peut très bien faire être une JUI, disposer de crédits impôt recherche. Voilà, on peut les cumuler, hein, c'est vraiment des outils qui sont à disposition. Donc, plus en détail, le crédit impôt recherche. Ils sont éligibles depuis la création du CIR en 1983. Et l'éligibilité des travaux. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le crédit impôt recherche, c'est qu'il y a une définition de ce qui est la recherche et le développement. C'est une définition qui est vraiment la base, le socle pour valoriser vos résultats. Et elles ont été établies d'après le manuel de Frascati. Donc là, je vais pas forcément rentrer dans les détails puisque M. Alfonsi le fera tout à l'heure sur ces critères. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est que vous pouvez estimer faire de la recherche et développement si pour autant vous ne répondez pas aux critères de ce manuel, vous ne pourrez pas bénéficier de crédit impôt recherche. Il faut vraiment partir de cette base pour pouvoir en déposer. Et donc, le taux de ce crédit d'impôt, c'est 30% d'une assiette totale que vous allez estimer selon vos dépenses. Et là, encore une fois, je laisserai M. Alfonsi vous développer cela après. Donc, pour le crédit impôt d'innovation, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui innove par rapport toujours à ces définitions de recherche et développement. Vous pouvez faire une très belle innovation, mais ne pas répondre aux 5 critères du manuel de Frascati. Et donc, vous serez plutôt éligible au crédit d'impôt innovation et non pas au crédit d'impôt recherche. Et on a également donc des dépenses de collection. Donc ça, je vais pas vraiment rentrer dans les détails puisque on est sur tout ce qui est textile, habillement et cuir. Donc vous verrez souvent des taux qui varient si on est France hexagonale ou en Outre-mer, où on est sur des politiques publiques qui s'alignent selon les besoins des territoires. Et on a souvent cette différenciation qui est faite. Donc, le crédit impôt recherche, c'est un dispositif fiscal, donc c'est l'administration fiscale qui le pilote.
Et son objectif, c'est donc que l'État prenne en charge une partie des dépenses des sociétés pour les inciter à investir dans la R&D. Donc, on l'a vu, c'est 30%. Toutes les sociétés qui veulent investir dans la recherche et le développement, l'État, pour vous favoriser ces dépenses, en prend en charge 30%. Si vous êtes, si vous payez un impôt, il sera réduit de temps. C'est quelque chose qui vient donc en déduction de votre impôt. Et si vous êtes déficitaire, vous avez une créance, vous pouvez demander la restitution. Donc, l'argent vous sera versé. Le MESR, hein, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc la société est en contact avec l'administration fiscale. L'administration fiscale sollicite le ministère de l'Enseignement supérieur et donc les DRARI en délégation. Et donc, le ministère rentre en contact avec la société sur l'éligibilité des travaux. Donc, l'administration fiscale, elle se focalise sur le calcul des dépenses. C'est elle, après, qui vérifie le chiffrage. Mais si elle a un doute sur l'éligibilité des dépenses, elle délègue cette compétence au ministère qui donc va vérifier qu'on répond bien aux critères. Et c'est à ce titre que le ministère peut également avoir un échange avec la société. Donc, comment bénéficier du crédit d'impôt recherche? Donc, c'est un feuillet CERFA qui est à renseigner de votre clôture fiscale et avec un dossier justificatif scientifique qui est à établir selon les préconisations du ministère. Alors, dans cette présentation, je vais renvoyer sur des sites. N'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a des guides qui sont faits, des trames. Plus vous utiliserez ces documents, plus le contrôle, si vous en avez un, sera facilité et permettra vraiment d'aboutir à quelque chose qui soit positif pour toutes les parties. Ça prend du temps et pour tout le monde, hein, l'administration fiscale, les sociétés, le ministère. Donc, si on part sur une bonne base en prenant et en rédigeant selon les attentes, ça permet toujours de fluidifier et de faciliter l'analyse. Donc, le dossier justificatif, il est vraiment au cœur de l'expertise scientifique parce qu'il permet de vérifier tous les volets du crédit impôt recherche sur son éligibilité. Ça permet de vérifier l'adéquation des moyens et les personnels, s'ils sont bien qualifiés. On met en place tout à une argumentation qui vérifie que vous avez identifié des verrous, que vous avez mené une démarche scientifique et les résultats obtenus. Donc, ce qui est important aussi, c'est que le crédit impôt recherche, vous pouvez en bénéficier, que vous ayez ou non abouti à une solution. Faire de la recherche et développement, ça signifie que potentiellement, vous n'allez pas aboutir à une solution parce que le verrou identifié était, était bien trop élevé, en tout cas peut-être sur une année fiscale. Peut-être que ce sera un projet qui va être solutionné sur plusieurs années. Nous, on ne s'intéresse pas à savoir si vous avez abouti ou pas. On a parfaitement conscience que ça peut prendre du temps et que les échecs existent. Mais ce qui est important, c'est de mener une vraie démarche de R&D. Et c'est ça qui est à justifier, c'est toutes les étapes menées. Ce dossier peut être demandé dès la première année de restitution, voire 1 ou 2 ans plus tard, lors d'un contrôle fiscal. Donc, vraiment, il est important de le faire chaque année parce qu'il est toujours difficile de rédiger un dossier quand on n'a plus la tête dans son projet, on ne sait plus exactement ce qu'on a fait sur l'année écoulée. Et donc, quand le ministère vérifie plusieurs années d'affilée sur un même contrôle, on le voit hein, tout de suite, les dossiers qui sont faits d'une seule traite en même temps, parce qu'en fait, dans la rédaction, on voit qu'il est difficile de vraiment différencier ce qui a été fait sur l'année N+1, N+2. Donc, mon conseil, c'est vraiment de partir des trames du ministère, de vous en inspirer dans la rédaction et de bien le faire chaque année. Et le plus simple, c'est de demander aux chercheurs, à ceux qui ont fait les travaux, de le rédiger. C'est un vrai rapport scientifique. On ne cherche pas la vulgarisation. On cherche vraiment
à comprendre d'un point de vue scientifique ce qui a été fait. Et donc, au niveau du ministère, nous, on est épaulés par des experts scientifiques. L'analyse, ce n'est pas moi personnellement qui vais la faire. Je vais mandater un expert scientifique qui va relire tous les documents. Et donc, ces experts scientifiques, ils sont issus des organismes nationaux de recherche. Donc, ça peut très bien être le CNRS, mais ça peut également être des universitaires. En tout cas, ce sont des personnes de la recherche qui sont donc identifiées selon leur domaine scientifique. Donc, nous, quand on reçoit un dossier, on regarde sur quel domaine il émarge et on va solliciter, c'est une base nationale, hein, ce qui évite aussi souvent des conflits d'intérêts. On peut solliciter quelqu'un qui n'est pas du tout situé en Bourgogne-Franche-Comté. Et ils sont formés par le ministère, hein, au crédit d'impôt recherche et soumis au secret fiscal. Donc, vous pouvez vraiment argumenter votre dossier avec des choses qui doivent rester confidentielles. Il n'y aura pas de difficulté. Ils signent un accord de confidentialité. Ils signent qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Ils s'engagent, hein, juridiquement parlant. Donc, mettez vraiment tout ce qui a lieu dans votre projet sans vous soucier de ces aspects. Tout est couvert. Donc, un petit focus en Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez voir sur les 5 derniers concernés entre 2017 et 2021, on est sur un nombre de déclarants qui est plutôt stable en région. Et que ce soit sur le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation. Et si on fait un petit focus sur l'année 2020, on voit que donc, ce qui est majoritairement sollicité, c'est du crédit d'impôt recherche, très peu de crédit d'impôt de collection et également moins dans le crédit d'impôt innovation. Et donc, on est euh, sur une créance générée entre 80 et 90 millions d'euros sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Si je vais trop vite, ou voilà, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, hein, puisque vu qu'on est peu nombreux, ça nous permet d'échanger. Donc, si je reviens à une opération de R&D, toujours au sens du crédit d'impôt recherche, hein. Si vous avez un projet, la première étape est de faire une étude de marché, de le définir, de voir quels sont les steps, quels sont les sous-projets qui vont le constituer. C'est un des sous-projets qui fait état d'un verrou. Vous identifiez que ce sous-projet, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est sur ce sous-projet qu'on va faire toutes les étapes de recherche d'état de l'art, où nous en sommes, quel est le verrou. Donc, c'est vraiment les démarches violettes. Ce sont les démarches qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche et qui indiquent une opération de R&D selon le sens du CIR. Donc, vous arrivez peut-être à passer toutes ces étapes et après, à l'étape numéro 6, vous avez une solution exploitable qui est réinjectée dans le projet global. Mais ce sont vraiment que les étapes liées à votre verrou que vous pourrez valoriser dans votre crédit d'impôt recherche si ce verrou satisfait aux 5 critères du manuel de Frascati. Pour en revenir sur les chiffres en Bourgogne-Franche-Comté, donc on peut voir, donc je vous ai mis plusieurs indicateurs. La Bourgogne-Franche-Comté est au point de vue national. On peut voir que le pourcentage des entreprises sur 2020 sont majoritairement des PME en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est aussi le cas des grandes entreprises, hein. Mais quand on regarde les dépenses, donc nous, ça reflète, hein, la Bourgogne-Franche-Comté, je le disais tout à l'heure, la dépense est à peu près entre les PME et TI, voilà, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Sur les grands groupes, on peut voir que 5% de la dépense régionale déclarée en Bourgogne-Franche-Comté, donc ça concerne des grandes entreprises, pardon, alors qu'au national, c'est 47%. Et on voit bien en fait le poids des grands groupes dans le crédit d'impôt recherche au niveau national. Et la Bourgogne-Franche-Comté n'est pas forcément représentative des chiffres.
nous, c'est vraiment les PME et les ETI qui sont concernés. Donc, un petit focus sur le crédit d'impôt recherche, sur ce qu'on entend de la R&D. Deux exemples, les vélos en libre service et les cartes à puce type carte vitale. Donc, on a innové en proposant un nouveau service, un nouveau produit qui n'existait pas avant, mais c'était via des techniques qui étaient existantes par les bureaux d'études. Donc, bien qu'on propose un produit innovant, nouveau, on n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche parce que aucun verrou n'a été levé pour aboutir à ce projet. On a juste utilisé une technique qui existait sur d'autres produits et on les a adaptés pour les créer. Euh, et un deuxième exemple, c'est sur les airbags d'automobile. Sur un airbag frontal, c'est le premier développement. Il y avait des incertitudes, des verrous, de grands travaux, une grande démarche de R&D. Et ça a été valorisé au crédit d'impôt recherche. Sur les airbags latéraux, on a reproduit un petit peu tout ce qu'on avait trouvé sur les airbags frontaux pour les adapter de façon sur les côtés. Et donc, ces projets-là, eux, ne sont pas éligibles au CIR. Transposer une solution qui existe sur un autre produit n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche. Et donc, on peut vraiment avoir deux dispositifs. Un nouveau produit ou quelque chose qui a été fortement amélioré, mais sans verrou, on est sur le crédit d'impôt innovation. Et une nouvelle connaissance avec la résolution d'un verrou, là, on est sur le crédit d'impôt recherche. Donc, l'agrément au crédit d'impôt recherche. Donc, pour sécuriser votre crédit d'impôt recherche, je peux vous conseiller vraiment, c'est de... non, je mélange avec le rescrit, excusez-moi. Donc, l'agrément. L'agrément, quand vous allez faire appel à un partenaire pour valoriser ses dépenses, il doit être agréé par le ministère comme étant une structure qui est éligible au crédit d'impôt recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère reconnaît que vous pouvez faire appel à ce prestataire et valoriser les dépenses de ce prestataire dans le calcul de votre crédit d'impôt recherche. Donc, on ne peut pas valoriser toutes les dépenses de prestataires. Il faut vraiment qu'il y ait un focus R&D. Et donc, quand vous sollicitez un prestataire, ce qui est important, c'est de vérifier qu'il est éligible au CIR. Donc, vous pouvez lui demander son agrément. Le ministère délivre un document qui en atteste. Ça peut être également intéressant pour vous. Si vous voulez être prestataire d'autres sociétés, de vous faire agréer au crédit d'impôt recherche. C'est un argument de vente. Ça vous permet vraiment d'augmenter votre réseau en disant je suis éligible au crédit d'impôt recherche. Vous pourrez valoriser dans votre calcul notre prestation. Et donc, il y a un dossier à renseigner. Et donc, ce sera sur les slides à la fin où vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir déposer votre dossier. Et donc, le rescrit, je reviens au rescrit. Si vous avez un doute, vous voulez des crédits d'impôt recherche, mais vous n'êtes pas sûr que vous êtes éligible. Donc, vous pouvez demander à l'administration un avis préalable à votre déclaration pour savoir si vous ne prenez aucun risque, puisque c'est un déclaration fiscale, si vous avez un contrôle et que l'analyse montre que vous n'êtes pas éligible, vous allez devoir le rembourser. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui se fait couramment. On n'est pas sur des contrôles en focalisant sur telle ou telle société. C'est une démarche qui est constructive. L'idée, c'est de vous accompagner au mieux dans ce dispositif pour que vous anticipiez au mieux les enjeux et qu'il soit mobilisé à bon escient pour investir dans la R&D. Donc, faire un rescrit, vous le déposez avant la fin de l'année civile, si vous clôturez la fin de l'année, pour que vous présentez votre projet. On n'est pas dans le calcul du crédit d'impôt là, on est vraiment sur une présentation de vos travaux de R&D. Et donc, vous allez recevoir un avis d'un expert qu'on aura mandaté qui vous dira, bah oui, sur ce projet, sur ce que je lis là,
si vraiment vous avez fait ça, c'est éligible. Et donc, ça vous permet de déposer votre crédit d'impôt recherche avec confiance. Et si vous avez un contrôle a posteriori, le fait d'avoir eu un rescrit au préalable va vraiment optimiser au maximum le délai de traitement, puisque ça engage l'administration. Si on montre que ce qui a été valorisé dans votre crédit d'impôt, c'est bien ce que vous avez mis dans votre rescrit, alors il n'y a aucune difficulté, tout sera validé. Parce que donc je disais, vous pouvez être contrôlé sur ce crédit d'impôt. Euh, ça peut être dans le cadre d'un contrôle fiscal ou dans le cadre d'une demande de remboursement si on voit que vous n'êtes pas éligible. Donc il y a plusieurs cas de figure, hein. C'est l'administration fiscale, hein, qui pilote le contrôle du CIR. Soit elle vérifie juste le chiffrage, et donc nous, on ne les voit pas passer ces dossiers. Soit elle va alors solliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour expertiser scientifiquement les travaux. Et donc là, vous aurez un contrôle et sur le chiffrage pour l'administration et sur l'éligibilité. Donc là, nous, c'est là où on sollicite l'expert qui va rendre un avis. Et cet avis, il est consultatif. C'est-à-dire que l'administration fiscale va le lire, mais c'est elle seule qui décide si elle retient ou pas l'avis. Et donc, quand l'expert regarde tous les documents que vous transmettez, si on voit qu'il y a des zones d'incompréhension, qu'on n'est pas sûr de l'éligibilité, on organise à chaque fois une entrevue avec la société où l'expert dit, ben là, je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir cerner l'éligibilité, j'aurais besoin de tel ou tel document. Et donc, vous avez un délai de 30 jours pour envoyer à l'expert des documents complémentaires qui lui permettront de rendre son avis final. Donc, c'est vraiment grâce à votre dossier justificatif qu'on permet. La première analyse se fait toujours sur pièce. C'est d'où l'importance de constituer un bon dossier avec toutes les pièces nécessaires. Donc, en conclusion, les de crédit d'impôt recherche, vous prenez une responsabilité qui est celle de vous engager à respecter les textes qui régissent ces dispositifs. En particulier les critères de Frascati qu'on va développer tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment important de saisir tous les enjeux du CIR pour vérifier que vos projets répondent à ces critères. Et vous vous engagez également, lorsque vous déclarez du CIR, à rendre toutes les pièces nécessaires à un contrôle, que ce soit pour son chiffrage ou pour un dossier justificatif. Donc, il existe plusieurs sources. Le guide du crédit d'impôt recherche qui est remis au goût du jour tous les ans. Donc là, il date du 30 août dernier. Donc ça, vous les retrouverez sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez des documents pour le contrôle, pour les agréments. Donc les agréments, c'est utile pour faire appel à un prestataire et valoriser ses travaux dans le cadre de votre chiffrage, mais aussi vous être agréé, ça vous permet, dans un cadre commercial, de dire je suis agréé au CIR, vous pourrez déduire notre facture de votre calcul de CIR. Vous pouvez également trouver les documents pour les rescrits. Donc, les rescrits, c'est vous assurer au préalable que vous êtes éligible au crédit d'impôt recherche ou pour les jeunes entreprises innovantes. Je n'ai pas accès sur ça aujourd'hui, mais les jeunes entreprises innovantes déclarent également un rescrit. Pour les chiffres, si vous êtes intéressé pour mettre en place des thèses publiques, privées avec des aides du ministère. Et puis, toutes les entreprises qui sont agréées sont donc référencées. Donc, nous, au niveau du ministère et de la DRARI, on est sollicité dans le cadre de demandes de rescrit de crédit impôt recherche et de jeunes entreprises innovantes, dans le cadre d'un contrôle du crédit impôt recherche et de jeunes entreprises innovantes sur les travaux du R&D, pas dans le chiffrage, sur les agréments de crédit impôt recherche et de la collaboration, et aussi dans le cadre d'un contrôle du crédit impôt de collaboration. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter sur notre adresse générique qui s'affiche. Et je ai remis également des liens pour aller revoir toutes ces informations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais
passer du coup la main à Pierre Alfonsi de Benquet pour continuer. On peut aller directement au sommaire. Donc, je vais vous parler du crédit d'impôt recherche d'un point de vue plus technique. C'est en gros comment on identifie des travaux, euh, donc comme l'a bien expliqué Madame Schmitt, en s'inspirant des préconisations du manuel de Frascati. Et puis ensuite, surtout, je rentrerai un peu dans le détail de comment on valorise tout ça, c'est-à-dire comment on calcule en fait le crédit d'impôt. Comment ensuite on utilise le crédit d'impôt, et même si Mme Schmitt a un peu évoqué. La justification et le contrôle, j'y reviendrai pas puisque ça a été très bien expliqué. Et j'avais éventuellement prévu de vous parler, enfin au début on s'était dit on parlera du crédit d'impôt innovation pour bien distinguer recherche et innovation. Il se trouve que le crédit d'impôt innovation ne figure pas dans le projet de loi de finances 2025. Et mon petit doigt m'a dit que des amendements étaient en préparation, qui seront discutés en commission à l'Assemblée nationale, bon, commission qui est présidée par Éric Coquerel. Autant dire que il est peu probable qu'il sorte, et de toute façon, comme le budget sera adopté par 49.3, le gouvernement peut prendre ou ne pas prendre les amendements, et a priori, il a plutôt tendance à ne pas les prendre en général. Voilà, donc on va dire que le crédit d'impôt innovation, on n'en parle pas. S'il ressuscite, puisqu'en fait les amendements prévoient sa prorogation pour 2 ans, tant mieux, on sera bien content et on refera un webinaire pour en parler. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur le crédit d'impôt recherche. Je m'excuse, Monsieur Alfonsi, je vais juste préciser par rapport à ça, parce que les étapes sont peut-être, c'est difficile quand on n'est pas dedans de savoir un petit peu Oui, comment ça se passe sur les lois de programmation des finances. Donc là, il y a des propositions qui ont été établies, avec effectivement le crédit impôt à innovation qui ne serait pas poursuivi. Néanmoins, ce qui est soclé, c'est le budget. mm, Aujourd'hui, tout peut être rediscuté sur les aides qui sont poursuivies, les aides qui sont amendées, les aides qui sont remaniées, dès lors qu'on reste dans un budget. C'est-à-dire que si on ajoute une ligne, si on ajoute un dispositif, on est à budget constant, donc il faut pouvoir en enlever une autre en place, en face. Donc aujourd'hui, euh, c'est un petit peu, voilà, les consignes que j'ai du ministère, on ne peut pas dire que le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, pardon, ne sera pas maintenu, on ne sait pas. Tant que le budget mm, n'est pas voté, tout est possible, hein, puisque ceux qui sont partie prenante des échanges actuellement peuvent décider d'aller contre la proposition qui est faite. Mais tout ça est à budget constant. Donc, s'ils veulent le réintégrer, effectivement, il y a autre chose qui devra être enlevé à la place. Mais il n'y a que lorsque le budget sera voté ces prochaines semaines, qu'on pourra dire avec certitude ce qui reste ou ce qui sort. mm. Oui, merci, vous avez tout à fait raison. On a vu l'expérience l'année dernière avec les jeunes entreprises de rupture, par exemple, qui a été un feu de paille. Et à l'inverse, les jeunes entreprises de croissance, elle a survécu au débat. Bon, alors, donc je reviens sur le crédit d'impôt recherche. Bon, tout ça, ça a été un peu dit. Voilà, donc c'est vraiment pour. euh, donc, c'est destiné aux opérations de recherche, à l'identification de verrous qui vont au-delà de l'état de l'art, hein, donc, enfin, dont la résolution ne peut pas être faite avec les connaissances existantes. Et donc, c'est 30% de l'assiette des dépenses. Et donc, c'est quoi l'assiette des dépenses? En quelques mots, et là, je vais y revenir sur chacun de ces points ensuite un peu plus en détail. Ce sont les frais de personnel, les dotations aux amortissements des équipements qui sont utilisés pour la recherche, les frais de fonctionnement qui sont forfaitaires, donc 43%, comme ça a été dit tout à l'heure, les dépenses de sous-traitance de travaux de R&D auprès d'organismes qui doivent être préalablement agréés, et puis ensuite, plus anecdotique, les dépenses de veille technologique, les dépenses de normalisation, et puis les dépenses liées à la protection industrielle, donc aux frais de maintien des brevets, enfin dépôt et maintien des brevets. Et puis de cette assiette, on déduit les subventions qui ont été reçues, subventions remboursables, qui ont été reçues pour des dépenses de recherche. Et puis, cas très particulier, on déduit la sous-traitance quand on est un organisme agréé, évidemment, pour pas que ce soit compté 2 fois.
Et puis, on peut déduire aussi la rémunération des sociétés de conseil sous certaines conditions, j'y reviendrai. Alors, les activités éligibles, rapidement, donc c'est le fameux manuel de Frascati, qui n'a pas du tout été écrit pour le crédit impôt recherche. Hein. C'est l'OCDE qui l'a produit afin de permettre aux membres de l'OCDE d'avoir des statistiques homogènes en matière de dépenses de recherche-développement dans le secteur privé. Mais en tout cas, il y a dit des choses plutôt sensées. Donc, effectivement, l'administration avait choisi de reprendre euh, très intelligemment ce manuel et tout le monde souscrit aujourd'hui à ces définitions. Donc, euh, la R&D est définie comme une création structurée de connaissances dans ce petit manuel. Euh, et elle s'évalue à partir de 5 critères qui sont donc la nouveauté, c'est le premier. C'est-à-dire que les connaissances générées ou les conclusions auxquelles on est arrivé à l'issue d'une démarche de recherche doivent être nouvelles dans le secteur où elles sont générées. Ensuite, il y aura une activité créative, c'est-à-dire que les solutions ne doivent pas être banales, en fait, ou à l'inverse, elles doivent être originales. Euh, et puis, troisième critère qui en réalité est peut-être le plus important, il doit y avoir une incertitude, c'est-à-dire qu'au démarrage, on ne doit pas être certain d'arriver à résoudre le problème. Donc, si vous vous trouvez face à un problème et que vous vous dites, bon, bah ouais, en gros, je vois très bien comment je vais m'en sortir, je pense que c'est le meilleur indicateur que ce n'est pas de la recherche. Voilà. Et ces 3 critères, en tout cas notamment les 2 premiers, il ne vous aura pas échappé qu'ils ressemblent quand même pas mal à des choses dont on entend parler en termes de propriété industrielle. Donc, l'inventivité, application industrielle, nouveauté, évidemment. Voilà, ces choses. Et puis 2 autres critères qui sont la systématicité. Donc, ça veut juste dire que les choses doivent être structurées en mode projet, etc. Ça ne doit pas être le fruit d'une démarche d'essai-erreur aléatoire ou d'une activité artisanale. Et puis au final, donc la transférabilité, c'est-à-dire que les résultats doivent être consignés et on doit pouvoir montrer qu'on pourra les réutiliser ultérieurement. Voilà. Mais encore une fois, vous voyez, tout ça, ça ressemble quand même pas mal à la notion de nouveauté de brevetabilité en pays. Alors, la caractérisation donc on peut utiliser ces 5 critères, mais on peut aussi prendre des choses sous un autre angle et se dire, bah, on peut regarder les verrous auxquels on fait face, notamment sous l'angle de l'incertitude, parce que moi je pense que c'est quand même le critère le plus intéressant. Et à ce moment-là, on peut caractériser les verrous, donc c'est-à-dire les difficultés auxquelles on fait face, de 2 façons, à partir de leur niveau de complexité et ensuite à partir de leur niveau de risque. Alors, je vous laisserai découvrir tout ça parce que voilà, vous verrez, c'est quand même assez évident. Donc, je propose qu'on avance un petit peu, voilà. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a évalué le niveau d'incertitude du projet qu'on s'apprête à lancer, par exemple, eh bien, ensuite, à la fin, on peut regarder les résultats et se dire, bah voilà, est-ce que ça a mené à des progrès significatifs par rapport à ce qui est connu? Est-ce qu'on a pu déposer un brevet ou faire une publication? Une publication, ça veut dire peut-être avoir un poster dans un congrès, ou etc. Et est-ce que les technologies sont nouvelles? Voilà. Donc à la fois, on regarde l'incertitude au départ et puis la qualité des résultats à la fin. Et normalement, avec les deux, on a une bonne idée. On sait à peu près si on est dans le champ de la recherche ou si on n'y est pas. Voilà. Alors, juste avant de rentrer les détails de dépenses, juste sur ces points-là, moi je préconise de ne pas faire ça a posteriori, hein, il faut le faire au moment de lancer, d'envisager les dépenses, au moment où on fait son budget pour l'année suivante où on se pose des questions sur la nature des projets qu'on va mener qui sont dans le budget. Et ensuite, il faut le faire et ensuite, on met à jour cette réflexion au fil de l'eau. Par exemple, on peut détecter les verrous, puis ensuite suivre leur évolution jusqu'à leur résolution au cours de l'année, de telle sorte que quand on arrive à la fin de l'année, on a une vision très claire sur les travaux qui ont été menés et on pourra très facilement les justifier pour rédiger le fameux rapport dont Mme Schmitt parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, les dépenses éligibles. Donc, first, évidemment, les premières, c'est les dépenses du personnel de recherche. Alors, qui est le personnel de recherche?
Ce sont des salariés, mais ça peut être aussi pour des dirigeants hein, de SA, de SAS. Hein. Enfin, un président de SAS est parfaitement éligible, même si on pourra pas prétendre qu'il fait que de la recherche, mais il peut passer une partie de son temps à faire de la recherche. Ça peut être un gérant de SARL également. Donc ensuite, il faut que les personnels de recherche aient une qualification, donc, un diplôme, donc diplôme d'ingénieur, un master ou doctorat en sciences. Ça peut être aussi des techniciens qui ont un BTS, un BUT, une licence pro, et puis sont assimilés aux ingénieurs, les salariés qui sont possédés de diplômes. Alors, je lis parce que c'est exactement ce qui est écrit dans le Code général des impôts, hein, qui sont possédés un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. Voilà. Euh, un petit détail sur les docteurs, évidemment, ça peut être les docteurs en sciences, mais aussi les docteurs d'exercice, un docteur en médecine, en pharmacie, même si ensuite on verra tout à l'heure que il faut les distinguer à propos du statut de jeune docteur. Et ensuite, il faut que donc, les gens qui ont le statut et la qualification soient affectés à un poste où ils font de la R&D, principalement, évidemment. Ils peuvent être affectés ponctuellement à des tâches de R&D, mais il faut ensuite en apporter la preuve. Euh, et il faut que ce soit cohérent avec le projet en question. Sinon, évidemment, à partir du moment où il y a des frais généraux, on va le voir juste après, qui servent en gros, à couvrir les dépenses de structure et notamment du personnel administratif d'accompagnement, on ne peut pas compter les gens dans les frais généraux et dans les dépenses de R&D à la fois. Et donc, voilà. Donc, ces dépenses de personnel, quelles sont-elles? Donc, ce sont les salaires et charges obligatoires des ingénieurs et techniciens, mais ça peut être aussi les stagiaires et les apprentis. Alors, quand je reviendrai après, sur le slide d'après, je vous expliquerai ce que c'est que les charges obligatoires. Ça peut être enfin, là, on compte les mutuelles, la prévoyance, les titres restaurants, les indemnités, l'intéressement de la participation. Donc, les fameux frais généraux forfaitaires de 43% aujourd'hui. Euh, et puis, la juste rémunération des inventeurs, éventuellement, ça peut, dans certains cas, vous avez le droit de verser quelques centaines ou milliers d'euros aux inventeurs des brevets, euh, qui évidemment n'en sont pas les propriétaires puisqu'ils sont salariés. Et également, alors, à l'intérieur des groupes de sociétés, on peut mettre à disposition du personnel, à condition que ce soit facturé à l'euro près, sans marge bénéficiaire et sans frais de structure. Voilà. Et alors, le mode de calcul, c'est au prorata donc, des heures travaillées. Et puis voilà, vous verrez, en fait, voilà, c'est des heures de présence, en fait. Hein, c'est pas les heures payées. C'est-à-dire sur les fiches de paye ou sur les récaps de paye que fournissent les logiciels de paye, on indique généralement le temps travaillé, le temps payé, c'est-à-dire 1820 heures, alors qu'en fait, voilà, on a été présent plutôt 1607 en général, si on a pris tous ces congés et tous ces RTT. Voilà, ça peut être aussi, on peut être au forfait jour, donc auquel cas c'est plus simple. Voilà. Pardon, on peut avancer. Alors, donc les petits détails, donc ce que sont les charges obligatoires, euh, donc ce sont les charges patronales donc d'URSSAF et de Pôle emploi et d'UNEDIC. Donc, à l'exclusion des taxes assises sur salaire et autres versements et contributions, donc je vous en mets quelques-uns là. Donc, en fait, quand vous calculez votre crédit d'impôt recherche, sur les frais de personnel, vous devez retirer les cotisations donc CSA, Caisse pour la solidarité et l'autonomie, le FNAL, le versement transport si vous y êtes assujetti, la contribution au dialogue social, la PEC, la DSAT, la formation continue, la formation voilà, et puis donc si vous êtes dans le secteur naturellement du BTP, vous avez d'autres versements spécifiques qu'il faut aussi retirer. Donc, alors le taux de frais généraux, c'est juste pour dire qu'il y a eu un rapport de l'inspection des finances qui préconisait de le rabaisser à 40%. Bon, on verra effectivement ce qu'il en sortira. Ça ne change pas énormément. Et le temps de recherche, donc là par contre, il est obligatoire, mais vraiment là j'insiste, de disposer d'un moyen probant pour suivre le temps passé en recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah voilà, monsieur Untel a fait 100% de son temps sur de la recherche et puis il n'y a pas de discussion. Non, non, en fait, il faut que monsieur Untel ait suivi et rempli des feuilles de temps, par exemple. Et il faut que ces feuilles de temps, elles puissent constituer un élément de preuve. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle fiscal,
Vous ne pouvez pas vous contenter de sortir un tableur Excel avec des temps comme ça. Il faut que vous disposiez d'un moyen probant, c'est-à-dire soit d'un logiciel de traçabilité. Il y en existe, hein, prendre Grizzly, Harvest, je sais pas, enfin, il y en a tout un paquet. Soit des documents manuscrits avec une signature et qui sont datés. Voilà. Alors, un petit exemple de calcul très, très vite, hein, c'est vraiment hop. Donc, dans l'hypothèse si on prend un salaire brut de 40 000 euros, euh, donc avec en moyenne, on est à 43%, ça ferait 17 000 euros de charges patronales. Euh, les charges, les cotisations supplémentaires, donc que je listais tout à l'heure, dans ce cas-là, ça représente environ 2 000 euros. Voilà, donc ça nous fait un coût éligible de 55 000 euros. Le temps de travail de la fiche de paye, c'est 1820 heures, mais en fait, la personne n'a pris que 21 jours de congés payés, par exemple. Donc, ça fait 147 heures. Et puis, elle a été absente pour maladie 5 jours, ce qui fait 35 heures. Donc, en fait, voilà, si vous faites la soustraction, ça vous dit que la personne en question, le salarié en question, il a été présent dans l'entreprise 1638 heures. Et c'est donc ça que vous devez utiliser comme dénominateur. Donc 55 000 par 1638, ça fait 33,60 € de l'heure. Et puis ensuite, bah, vous rajoutez les 43% de frais généraux forfaitaires. Et donc ça vous donne une base CIR de 48 euros. Et le CIR, on l'a dit tout à l'heure, c'est 30%. Donc en fait, ça représentera 14,40 € de l'heure. Voilà. Bon, vous pouvez reprendre cette. Euh, il y a un cas particulier pour les dépenses de personnel, ce sont les jeunes docteurs. C'est-à-dire, c'est donc des personnels qui sont titulaires d'un doctorat de recherche, donc pas un doctorat d'exercice, donc ça ne concerne ni les médecins, les vétérinaires, ni les pharmaciens. Donc c'est vraiment les docteurs en sciences. Et dans ce cas-là, leur salaire est doublé et les frais généraux sont de 100% au lieu d'être de 43%, et ça pendant 2 ans, à la condition que ce soit leur premier CDI et que l'effectif moyen du personnel de recherche soit en accroissement. Euh, et précision, le jeune docteur n'est pas forcément français, hein. Il peut avoir soutenu sa thèse à l'étranger, ça, c'est pas gênant. Donc, vous avez en dessous un petit exemple de calcul, ce qui nous amène en fait à constater que un jeune docteur, il est compté pour 120% de son salaire brut. Voilà. Euh, alors, ça peut aussi, là aussi, il y a eu dans le rapport de l'inspection des finances, il était prévu de modifier, voire de supprimer ça. Mais en tout cas, ça ne figure pas dans le projet de loi actuel tel qu'il a été présenté par le gouvernement. Les dotations aux amortissements, maintenant, c'est les dotations aux amortissements du matériel acheté neuf, mais ça peut être aussi les amortissements de productions immobilisées utilisées à des fins de recherche. Voilà, sur tous les biens meubles ou immeubles, matériel, immatériel, etc., à l'exception des mobiliers de bureau, des téléphones, bon, évidemment. Et pour les biens acquis en crédit bail, on les compte également, mais il faut demander à l'organisme financier les dotations aux amortissements, c'est-à-dire comment lui, il amortisse le bien en question. Et le mode de calcul, alors si c'est un équipement qui est utilisé que pour la recherche, on le compte à 100%, même s'il est utilisé que 10 jours par an, hein, si c'est un microscope ou je sais pas quoi, voilà, un équipement, un pénétromètre, ben voilà, vous l'utilisez 10 jours par an, mais que pour des travaux de R&D, ben, vous le comptez à 100%. Et ensuite, il y a plusieurs prorata qui peuvent être imaginés. Je vous donne 3 exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, voilà, si vous dites bah, il est au prorata du temps de son temps d'utilisation, soit c'est tracé recherche par rapport à son temps d'utilisation en production, mais ça peut être simplement on prend la proportion du temps passé par l'équipe de recherche par rapport à son temps total, si c'est un équipement qui est utilisé par le bureau d'études pour des travaux de recherche et aussi pour des travaux d'innovation. Voilà, enfin, en gros, tout moyen de calcul justifiable est raisonnable et accepté par l'administration. Là-dessus, elle est pas, il y a pas de préconisation très stricte ni dans le Code général des impôts, ni dans la doctrine. Et puis, sur ce montant-là, on rajoute 75% de frais généraux. Voilà. Alors ensuite, le troisième poste, c'est la sous-traitance. Donc ça, c'est les travaux confiés à des organismes privés agréés. Euh, donc, c'est-à-dire comme Mme Schmitt l'a présenté tout à l'heure, donc c'est les entreprises qui font la demande
pour devenir des sous-traitants agréés. Et ça, évidemment, c'est un intérêt commercial pour elles, puisque ça permet à leurs clients de compter leurs prestations dans leur propre CIR. Mais ça peut être aussi des travaux confiés à des organismes de recherche publics, des établissements d'enseignement supérieur, ce qu'on a, Madame Schmitt a appelé tout à l'heure des ORDC, hein, qui eux aussi doivent être agréés, mais pour eux, le processus d'agrément est plus simple, ce qui est tout à fait compréhensible, évidemment. Alors, une précision importante, il n'est pas nécessaire que les travaux confiés soient des travaux de recherche, mais ils doivent l'être dans le cadre d'un projet de recherche. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous pouvez parfaitement, dans le cadre d'un projet qui est qualifié de projet de recherche, c'est-à-dire qui répond aux critères de Frascati qu'on évoquait tout à l'heure, vous avez besoin de faire des tests de résistance de matériaux et que pour mettre en œuvre ces tests, votre prestataire, qui bien qu'agréé, ne doit pas mettre en œuvre une démarche scientifique, c'est pas gênant. Alors avant, c'était pas très clair, mais depuis une jurisprudence du Conseil d'État récente, en fait, les choses ont été éclaircies. Et maintenant, voilà, c'est la doctrine. Et donc, le mode de calcul, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il est plafonné à 3 fois. Donc, les dépenses de sous-traitance ne peuvent pas excéder 3 fois le total des autres dépenses, des dépenses internes. Voilà. Donc, si vous avez, voilà, si vous avez que 100 de salaire, par exemple, salaire avec les frais généraux, vous ne pouvez pas avoir plus de 300 de sous-traitance. Voilà. Bon, ça, en gros, je l'ai un peu dit. Donc voilà, une entreprise agréée peut bénéficier également du CIR sous certaines conditions, en particulier qu'elle ne peut pas compter les travaux qu'elle a confiés, enfin qui lui ont été confiés par ses clients. Voilà. Alors, mais par contre, s'il y a des clients qui sont pas français, là, il n'y a pas de problème. Bon, les autres dépenses très vite. Donc la propriété industrielle, donc c'est les dépenses de frais de dépôt et de maintien des brevets uniquement, hein. Euh, Ça peut être les dépenses de défense de brevet en cas de litige en contrefaçon. Donc ça, c'est les frais d'avocat. Et comme ce sont souvent des litiges qui sont internationaux, euh, bon, bah, ça peut éventuellement chiffrer assez vite. On peut également compter les amortissements des brevets acquis à des fins de R&D. Euh, alors, il y a une jurisprudence qui accorde le fait de prendre les frais de licence si cette licence est immobilisée et amortie. Mais c'est une jurisprudence partielle, elle est d'une cour administrative d'appel et ça n'a pas été poursuivi. Donc voilà, ça peut se prendre, c'est un petit risque. Voilà. Et puis, la veille technologique, bon, bah, c'est les abonnements à des bases de données, à des revues professionnelles, techniques, ou l'inscription à des colloques scientifiques, mais pas à des salons, hein, des colloques. Et puis éventuellement le temps passé en réunion de normalisation, mais c'est très marginal. Il y a de moins en moins d'entreprises qui font ça, mais ça peut encore exister. Donc si vous passez du temps dans des réunions de normalisation de l'AFNOR en particulier, ou des commissions de normalisation, par exemple, des travaux publics, et ben, ça, vous pouvez le compter dans votre CIR. Alors ensuite, les déductions, ben, donc il faut déduire donc les subventions et aussi les avances remboursables perçues dans le cadre des travaux éligibles au CIR. Alors les avances remboursables, ben, vous les déduisez l'année où vous les recevez, et puis quand vous les remboursez, par exemple 5 ans plus tard, eh ben, vous les recréditez dans l'assiette de votre crédit d'impôt recherche. Donc il faut bien suivre tout ça, évidemment. Euh, il y a des subtilités, mais bon, grosso modo, le mécanisme, c'est celui-là. Et puis, donc, vous devez déduire les honoraires de mes confrères qui seraient calculés en pourcentage du CIR. Ça, donc, c'est un petit mécanisme dissuasif, ou qui excéderait 15% du montant du CIR ou 5% de l'assiette. Voilà, voilà. Alors, on déduit les subventions de l'année au cours desquelles les dépenses sont exposées. Et on ne déduit pas, alors on va recalculer la subvention au prorata des dépenses éligibles. C'est-à-dire que si vous avez reçu une subvention pour conduire une étude de marché, par exemple, vous n'allez pas la déduire, même si c'est une étude de marché sur un projet qui fait partie de votre assiette de cire. Voilà. Bon, c'est des évidences, mais ça vaut toujours mieux toujours préférable de le rappeler, même si en la matière, parfois, avec l'administration fiscale, ça discutaille un peu sur ce point-là, mais là-dessus, voilà, je pense il est raisonnable de maintenir ce raisonnement-là.
Alors, l'utilisation du CIR, donc, ça vous a déjà été un peu expliqué tout à l'heure, donc je vais aller assez vite. Euh, donc, c'est ça, n'oublions pas que c'est un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt sur les bénéfices. Alors, techniquement, c'est sur le solde de l'impôt sur les sociétés hein, qu'on peut l'imputer. Vous ne pouvez pas l'imputer sur les versements intermédiaires. Vous pouvez l'imputer que sur le solde. Et puis, effectivement, pour les entreprises qui n'auraient pas d'IS à payer parce qu'elles n'ont pas fait de bénéfices ou qu'elles ont fait des bénéfices mais qu'elles ont du déficit reporté, à ce moment-là, donc, si vous êtes une PME au sens communautaire, c'est-à-dire moins de 250 salariés, etc., vous pouvez demander à l'administration fiscale le remboursement, la restitution de votre CIR. Et sinon, si vous n'êtes pas une PME, eh bien, vous devez attendre, vous le reportez sur l'exercice suivant. Si la situation ne s'est pas arrangée, vous le reportez encore. Et au bout de 3 ans échus, donc la quatrième année, vous pouvez demander à l'administration fiscale le remboursement de votre CIR. Voilà. Et puis la justification, bon, c'est l'histoire des contrôles. Donc, Mme Schmitt l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc, il faut rédiger un mémoire technique qui présente les activités de recherche et qui reprend bien, alors, qui suit un canevas, évidemment, et qui explique bien, d'une part, les verrous scientifiques, c'est-à-dire qui explique bien qu'on est dans le cadre des 5 critères de Frascati, d'une part, et qui ensuite décrit les travaux qui ont été menés et qui les illustre. Ça, c'est vraiment très important pour montrer qu'on a une démarche scientifique, c'est-à-dire que pour montrer qu'on n'est pas dans le cas d'une démarche d'essai-erreur un peu aléatoire. Et aussi parce que ce dossier peut être, en cas de contrôle, comme l'a expliqué Mme Schmitt, lu par un expert, qui sera mandaté, qui est souvent quelqu'un qui vient du monde académique. Et lui, il ne va pas se déplacer. Il va lire votre rapport et donc il doit être convaincu par les documents qu'il a en sa possession de la réalité des travaux. D'où l'importance de les illustrer, c'est-à-dire de mettre des photos, des graphiques, vous allez avoir des tableaux de données, etc. De toute façon, tout est confidentiel et l'expert, ne se déplaçant pas, il doit être convaincu sur papier de la réalité des travaux qui ont été menés. Voilà. C'est pas mal, je suis arrivé au bout presque. C'est bon, du coup, Pierre, ou il y a encore les Eh 4 ben, contrôles de CIR? non, non, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Bon, retenez surtout, donc voilà, ce qui est important, c'est de bien tracer bien avoir une bonne traçabilité du temps passé par le personnel, avoir une bonne traçabilité des verrous, et ça, de toute façon, c'est utile pour la gestion de la R&D, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous êtes enfin, surtout si vous êtes des fans de StageGate ou de ces méthodes-là, bah voilà, à chaque passage de jalon, vous caractérisez les difficultés, vous tracez la résolution des problèmes. Tout ça, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette traçabilité, elle vous sera utile pour le CIR. Mm. Mais merci beaucoup, merci pour les deux présentations. On a un petit peu, on a un petit peu dépassé le temps prévu. Je vous Pas de propose quand peine. même qu'on prenne un petit moment d'échange s'il y a des questions. Donc, comme je l'avais dit, je vais passer l'ensemble à des spectateurs en rôle de panéliste pour que vous puissiez prendre la parole comme vous le souhaitez. Vous pourrez voilà, ouvrir le micro, ouvrir la caméra si vous le souhaitez. Donc, par contre, il faut que vous l'acceptiez. Ah, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ah, je pensais pouvoir le faire, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Sinon, je vous permets juste de parler tout simplement. Voilà. Donc là, vous avez juste à activer vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Bon, si vous n'avez pas de questions, tant pis, hein, mais c'est le moment. Il y a Colette, il y a Pierre. Si ça alors, je suis pas sûre que ça ait fonctionné pour tout le monde. Si ça fonctionne pas, écrivez dans le module QR. En tout cas, c'était très clair. Moi, j'ai découvert le crédit impôt collaboration, Paulette, sur la première slide. Je Alors sais pas si... effectivement, c'est encore très peu connu parce que vu qu'on doit les expertiser, on en reçoit très peu. Je pense que c'est un dispositif qui gagnerait
vraiment à être mis en avant parce qu'en plus, ça nous des partenariats solides, recherche publique, recherche privée, Mm. où chacun peut valoriser. Voilà, donc je confirme que ce n'est pas encore très bien connu. Ouais. Oui, c'est dommage parce que en fait, il y avait donc dans les précédentes versions du crédit d'impôt recherche, donc jusqu'en 2021, si je ne m'abuse, vous m'arrêtez, hein, Madame Schmitt, si je m'égare. Donc on doublait les dépenses de sous-traitance confiées auprès d'organismes de recherche publique, euh, y compris, par exemple, y compris évidemment les centres techniques professionnels, hein, donc, par exemple, le CSTB, voilà, c'était compté pour le double de la prestation qui leur a été confiée. Et puis ensuite, la Commission européenne, je crois, a dit non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc ça a été arrêté. Et, euh, et à ce moment-là, le ministère alors je ne sais pas si ça vient de votre ministère de tutelle ou si c'était le ministère des Finances, enfin je ne sais pas qui a eu cette idée. Donc on a créé le crédit d'impôt collaboration pour venir un peu remplacer ce doublement. Et c'était évidemment plus intéressant que le crédit d'impôt recherche puisque ça permet de compter 40 ou voire 50% des factures qui sont confiées à des organismes de recherche, enfin des factures des organismes de recherche dans le cadre de collaboration, c'est-à-dire dans le cadre d'un partenariat où il y a partage des résultats, où l'organisme de recherche a le droit de publier, etc., etc. Donc il y a un peu nombre de critères. Et il me semble qu'il y a un critère économique qui a un peu freiné tout le monde, c'est que l'organisme de recherche doit prouver qu'il prend à sa charge 10% du coût total de l'opération. Et je connais des organismes de recherche dont je tairai le nom par charité chrétienne, qui se sont à ce moment-là empressés d'écrire à tous leurs partenaires en disant, là, même pas en rêve, vous n'y aurez pas droit. Nous, on refuse. Hmm. Bon, après, c'est comme ça, la tutelle de l'État s'exerce comme elle peut, hein, mais il y a des épiques qui font ce qu'ils ont envie de faire. On a une question sur les auto-entrepreneurs sont-ils éligibles au CIR et où? C'est CII, c'est le fonds de la R&D et d'innovation. Donc, en fait, il faut déposer un impôt sur les sociétés pour être éligible. Mm. Dès lors que vous déposez un impôt sur les sociétés, vous pouvez très bien en bénéficier si vous respectez les critères d'éligibilité de chacun. C'est ça, il faut être imposé sur les bénéfices. Donc, si vous êtes en SASU, je pense que ça marche. SASU SARL, ça marche. Après, auto-entrepreneur, il faut être imposé sur les bénéfices. Il ne faut pas être un impôt sur le revenu. Mais alors là, j'avoue que là, j'ai déjà atteint mon niveau d'incompétence maximale. Donc, j'irai pas plus loin. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci en tout cas. Donc le webinaire a été enregistré, donc il sera redisponible pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en entier. Euh, voilà. Merci beaucoup, Colette et Pierre, pour les super exposés que vous nous avez faits. Et merci pour votre Merci. invitation. Oui. C'était. Nous, on est toujours ravis de pouvoir voilà, valoriser tous ces outils. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. D'accord. Absolument. Bonne Merci. journée. Merci. Bonne fin de Merci, au journée. revoir. Au Merci à Au revoir. tous. revoir.